Bien, j'ai le plaisir de passer la parole à Jérémy Decoq et Melchior Courtois de Cyberzen qui vont nous proposer la revue d'actualité et des vulnérabilités du mois. Merci, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors bonjour à tout le monde. On se retrouve pour la revue d'actualité du coup de tout ce qui s'est un peu passé au cours du mois de mai. Donc vous allez voir qu'on a beaucoup de failles à présenter et beaucoup que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux. Donc on commence tout de suite avec un petit rappel du support Windows, comme d'habitude. Donc avec sur le côté workstation, pas de nouvelles a priori. Toujours en attente du dernier trimestre 2026 pour avoir les prochaines fins de support. Et ensuite, côté Windows Server, pareil, a priori, on attend toujours une fin de support pour la version standard de Windows Server 2022. Côté faille, on commence toujours avec le Patch Tuesday. C'est très étonnant car ce mois-ci, on a eu zéro vulnérabilité de type 0D corrigée. Bon, on a quand même 120 vulnérabilités avec une 13 vulnérabilités critiques, si je me souviens bien. Donc là, j'ai noté les plus importantes, celles qui sont, on va dire, le plus accessibles. Donc on a deux exécutions de code à distance, donc une sur le service DNS de Microsoft, donc qui s'exploite via une requête malveillante, forgée, donc une requête l'intérêt, c'est de provoquer une éruption de la mémoire au sein du client DNS, sachant qu'aucune authentification est préalable, préalable est nécessaire. Et au niveau du scope des machines affectées, on a du Windows 11 et du Windows Server 2022 et 2025. Donc on a ensuite donc une RCE sur le service NetLogon de Microsoft, donc qui est le service Windows qui permet de gérer l'authentification sécurisée des objets au sein d'un domaine Active Directory. Et donc pareil, on est sur une attaque qui se fait par le réseau, donc en forgeant une requête malveillante à destination d'un contrôleur de domaine. Donc on profite d'une erreur de traitement au niveau du service NetLogon pour du coup exécuter notre commande à distance. Même prérequis, même absence de prérequis, aucune authentification préalable nécessaire. Et au niveau du scope affecté, donc pour le coup, on n'a que des Windows Server, donc entre 2012 à 2025. Et ensuite, je vous ai regroupé 4 CVE donc qui touchent à une RCE côté Microsoft Word, sachant que le point à noter, c'est qu'elles sont toutes exploitables à travers le panneau de prévisualisation, ce qui veut dire que aucun clic utilisateur est nécessaire. C'est une zéro clic pour que la charge malveillante s'exécute sur la machine cible. Voilà. Donc ensuite, on attaque les failles système. Donc la première, on va parler de YellowKey, donc un contournement de BitLocker, donc qui s'effectue via l'environnement de récupération Windows. Donc vous savez, c'est l'environnement que vous pouvez charger lors du boot avec un shift enfoncé et quelques clics souris pour passer sur un environnement qui vous permet la plupart du temps, de réparer votre système qui ne démarre plus pour je ne sais quelle raison. Et donc, comment ça se passe en fait? Au préalable, vous allez préparer une charge malveillante sur une clé USB bootable. Donc la brancher à votre système, vous allez charger votre environnement de récupération, vous allez effectuer quelques touches clavier pour charger la charge malveillante au sein du périphérique. Et magie, vous avez un shell qui s'ouvre avec les privilèges système. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui circulent et de rapports, et c'est assez fou. Donc au niveau des machines affectées, donc Windows 11 et Windows Server 2022 et 2025. Donc en remédiation, même si je mets un gros guillemet, on vous demande, enfin on vous préconise de rajouter un code PIN à votre BitLocker et ou de désactiver le boot sur USB, donc pour être sûr que
que la charge malveillante présente sur la clé USB soit pas exécutée. Mais c'est bien, très bien même, mais c'est pas forcément suffisant. Donc il y a des chercheurs qui sont amusés justement à manipuler les partitions EFI, donc des disques démontés, pour du coup incruster la charge malveillante directement au sein du disque sans passer par un périphérique. Et ça a fait ses preuves et a priori ça fonctionne aussi. Donc, mais bon, de manière générale, défense en profondeur, je vous encourage à quand même effectuer la remédiation. Si vous pouvez au moins gagner du temps sur la technique, c'est déjà ça de gagner. Sachant que du coup, la faille a été trouvée par Chaotic Eclipse, donc vous en avez sûrement entendu parler, vous avez entendu parler de Nightmare Eclipse, hein, c'est la même personne. Donc on va en parler pendant quelques slides et il y a également Melchior qui va en parler dans un point divers. C'est, pour résumer, un chercheur en sécurité qui est mécontent du support, de l'équipe support de Microsoft, notamment sur leur gestion des programmes Bug Bounty, etc. Et donc, il a publié beaucoup de 0D. Donc, là, je vous en cite quelques-unes. Green Plasmos, Innovation de Privilège, on a du Blowhammer, Red Sun et Undefend. Et pour le petit teasing, il propose une grande surprise pour le patch Tuesday de juin. Donc, à voir ce qu'il nous réserve. Ensuite, donc côté élévation de privilèges sur Linux. Donc on a déjà parlé ensemble de Copyfail et Dirty Frag. Je crois pas qu'on avait parlé de Fragnesia, mais on se rapproche beaucoup du fonctionnement de Dirty Frag. Donc là, aujourd'hui, on va parler de SSH Keysign PON, sachant que ça, c'est le nom du POC qui s'est retrouvé du coup publié sur GitHub. Donc c'est une vulnérabilité qui a été identifiée il y a 6 ans. Donc qui n'a pas été trouvé par la même personne du coup. Donc un patch avait été proposé à l'époque, il n'a jamais été merge, et donc a priori la vulnérabilité existait toujours et donc elle est ressortie au bout du jour il y a quelques semaines. Donc on est sur toujours une élévation de privilèges, donc qui est due à la fonction Petras May Access, qui du coup, pour l'exploitation, n'importe quel utilisateur local est capable de lire n'importe quel fichier du file system grâce à cette fonction, donc y compris donc, des fichiers importants, je vous en cite quelques-uns, mais ETC Shadow, on peut même imaginer des clés SSH stockées sur le file system. Et ici, on joue sur des conditions de timing précises, puisqu'on est sur une race condition. Donc, comme pour les autres, on est sur un POC qui est universel entre guillemets, puisque la faille est présente sur Ubuntu, sur Debian, sur CentOS et même Arch Linux. Donc, un correctif a été poussé par Linus Torvald dans le code source de Linux. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de mettre à jour votre kernel, vous avez toujours possibilité de restreindre, de faire de l'hardening sur kernel.yama petrascope, donc qui est un paramètre sysctl qui permet de restreindre l'utilisation des appels système Petras. Donc la valeur 2, ça permet de définir de l'admin only. Et donc ça, à terme, l'intérêt de ça, c'est de limiter les inspections et les injections d'un processus par un autre. C'est pas vraiment le nom de la vulnérabilité, c'est le nom du POC qui a été publié. C'est mon cœur. Ouais. Et pour continuer, donc avec les évasions de privilèges, donc ensuite on a Dirty Decrypt. Donc Dirty Decrypt qui a priori se rapproche beaucoup. Non, c'est un autre point. Je confonds. C'est ça, même faille que CVE 2026 31635. Donc c'est une vulnérabilité qui a été patchée fin avril. Donc selon le NIST, qui considère qu'on parle aujourd'hui des mêmes vulnérabilités. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'identifiant CVE qui a été attribué à Dirty Decrypt. Donc on se trouve sur une faille au niveau de la gestion de la mémoire cache. Donc notamment, pour être plus précis, sur le page cache RxGK.
Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une patch cache, hein, c'est un mécanisme du noyau, donc soit Linux qui vous permet de conserver en mémoire des données que vous avez précédemment lues ou écrites sur votre disque, ce qui permet du coup d'accélérer les prochaines opérations, soit d'entrée, soit de sortie. Et donc ce module, il est utilisé pour sécuriser les échanges d'AFS, notamment en s'appuyant sur JS SAPI. J'en parle après, qui est un standard d'authentification et de chiffrement. Et donc la vulnérabilité, on est sur une absence de copy and write, donc sur une fonction précise, ce qui vous permet du coup d'écrire dans la mémoire de processus privilégiés. C'est ça qui va vous intéresser pour l'évasion de privilèges et notamment dans des patch caches de fichiers sensibles. Voilà, en français, un attaquant local non privilégié peut obtenir des droits routes sur le système. Donc au niveau du scope des machines affectées, c'est globalement tous les systèmes qui ont l'option config RxJK activée, sachant qu'il y a des versions du noyau qui l'activent par défaut, qui sont utilisées par certaines distributions, notamment Fedora, Arch Linux, OpenSUSE. Et donc, si vous pensez être sujet à la vulnérabilité, vous pouvez toujours voir si le module est activé ou pas dans votre configuration kernel. Je vous ai mis la commande si jamais vous êtes intéressé. C'est mon cœur. Ouais. Et la dernière, promis, on s'arrête pour les élévations de privilèges sur Linux, même si j'en ai une pour Windows. Donc CIF Switch. Donc oui, vous l'avez deviné que ça vient de CIFS, donc qui est lié au noyau Linux et donc aussi au protocole CIFS. Voilà. De faire une notification Kerberos pour monter un partage via CIFS. Donc pour résumer, sans rentrer trop dans le monde technique, il y a un helper qui est exécuté. On t'entend plus, hein. Allô? Pour fabriquer une clé spécifique de l'origine. Oui. Ah bon, de mon côté, je t'entends bien. Okay. Il y a eu une coupure. Est-ce que tu peux reprendre le transparent? Ok, totalement, ok, pas de souci. Donc je parlais donc de la dernière évasion de privilèges sur Linux, donc qui se situe au niveau de Linux et évidemment et du protocole CIFS. Donc pour résumer la vulnérabilité, c'est donc une exploit entre guillemets une authentification Kerberos qui est réalisée pour monter un partage via CIFS. Et ici l'intérêt c'est d'interroger un helper en tant que root pour récupérer une clé. Il n'y a pas de vérification de l'origine de la demande de cette clé. Et donc, vous l'aurez deviné, donc je suis un utilisateur qui n'est pas privilégié, qui est malveillant. Je forge une mauvaise requête pour récupérer cette fameuse clé qui, je le rappelle, sera récupérée dans le contexte de route. Et donc, je la réutilise pour de l'exécution de commandes, etc. Je vous ai mis les détails si jamais ça vous intéresse. Donc c'est une vulnérabilité qui serait présente depuis 19 ans, donc sur des versions spécifiques de CIFS Utils évidemment, sachant qu'il y a un autre prérequis, c'est qu'il faut que vous disposiez de certaines permissions au niveau des namespace users, et sachant que sur votre système, c'est possible aussi que vous ayez des politiques SE Linux et AppArmor déjà en place qui permettent de bloquer l'attaque. Donc on peut se dire que l'exploitation n'est pas réellement autant universelle que pour du Dirty Frag ou autre évoqué plus tôt. Vous avez quand même des distributions vulnérables, je vous ai mis leur version précise. Donc si c'est le cas, patchez, sinon vous pouvez toujours désinstaller CIFS Utils et ou bloquer l'authentification Kerberos, SPN et Go. Voilà. Donc je parlais de Windows justement, donc une évasion de privilèges qui vous permet d'obtenir les privilèges système, donc même sur un Windows 11 à jour.
Donc ça a encore été publié par notre ami Nightmare Eclipse, qui fait beaucoup parler de lui. Donc c'est une faille qui cible un pilote spécifique en mode noyau de Windows, qui est un pilote qui permet de gérer à la demande la synchronisation cloud d'outils comme OneDrive, pour citer le plus populaire sur Windows. Ici, en fait, on va utiliser une fonction API qui est pas documentée, qui permet d'injecter des clés dans la ruche point default. Donc c'est une vulnérabilité qui a priori avait été patchée en 2020. Donc vous avez son identifiant de CVE entre parenthèses, qu'a priori le nécessaire n'a pas dû être fait puisqu'elle est toujours exploitable aujourd'hui. Pour parler encore d'une vieille vulnérabilité, donc cette fois du côté d'un applicatif, donc Nginx Plus et open source, c'est les deux solutions. Donc on a une exécution de code à distance qui ne requiert pas d'authentification ou qui peut entraîner du coup un déni de service. Ah, moi j'ai pas mis la faille, le nom de la faille. C'est Nginx Rift, je le rajouterai. Donc c'est une vulnérabilité de type heap buffer overflow. Donc ça affecte un module en particulier. Donc globalement, si vous ne l'utilisez pas, vous n'êtes pas sujet à la vulnérabilité. Donc c'est le module Nginx HTTP Rewrite Module, donc le module qui est le plus couramment utilisé pour la réécriture d'URL. Sachant que le patch de cette vulnérabilité a également corrigé 3 autres vulnérabilités, donc une overread, overallocation, une use after free et une out of bounds read. Donc en remédiation, évidemment patcher si c'est possible. Vous avez les versions patchées tout à droite. Et sinon, même ce qui est conseillé de manière générale, c'est d'activer la SLR pour randomiser les espacements, les emplacements de mémoire et donc bloquer l'attaquant pour rendre les tâches plus compliquées pour un attaquant pour prédire les adresses qu'il devra utiliser pour son exécution, son exploitation de binaire. Donc soit ça, soit de passer par des captures nommées au sein de vos directives Nginx HTTP Rewrite Module. Et si vous voulez être ceinture bretelle, vous faites les 3. Comme ça, vous êtes tranquille. Ensuite, un vol de token d'authentification GitHub en un seul clic. Donc ici, on va parler d'un service en particulier, donc GitHub Dev. Donc, si vous n'êtes pas familier de l'outil, c'est un Visual Studio Code, mais disponible depuis un navigateur web. Donc la faille se trouve au niveau de VS Code, précisément. C'est pour ça qu'il y a eu tout un sujet au niveau de l'identifiant, enfin l'attribution d'un identifiant CVE, parce qu'on ne savait pas si la vulnérabilité était côté Git ou si elle était côté Microsoft. Donc il y a encore beaucoup de sujets par rapport à ça. Donc c'est notamment pour ça qu'elle a été dévoilée par notre chercheur mécontent de Microsoft. Pour en revenir à la faille justement, c'est une faille dans le mécanisme de transmission de messages dans le WebView sandboxé utilisé. Et donc l'élément déclencheur, c'est un script JavaScript et qui du coup sera utilisé pour forcer l'installation d'une extension malveillante qui du coup permettra ensuite de leaker le token OAuth donc, pour l'authentification et donc avoir potentiellement un accès à tous les dépôts de la personne à qui vous avez volé le token. Voilà, donc solution temporaire pour ça, c'est ce qui a été préconisé par le chercheur, c'est de supprimer tous ces cookies et données locales pour github.dev, donc globalement d'arrêter d'utiliser la solution temporairement et puis de supprimer quelconque reliquat qui permettrait le leak de votre token. Une RCE dans SharePoint, donc causée par une déserialisation de données, donc une vulnérabilité critique. Si vous n'êtes pas familier, c'est l'opération inverse de la déserialisation, évidemment.
donc qui vous permet de reconstituer un objet en mémoire à partir d'un flux de données quelconque, que ce soit du JSON, du XML ou autre, qui est couramment utilisé dans le monde du développement web. Donc il n'y a a priori aucune exploitation dans la nature de cette vulnérabilité, mais le nécessaire a quand même été fait au vu de la criticité de la faille, sachant qu'elle affectait SharePoint Server Subscription Edition, SharePoint Server 2019 et la version entreprise 2016. Côté CMS Drupal, on a ensuite une injection SQL donc, qui est possible en tant qu'anonyme. Donc la base de données peut être interrogée via l'API de Drupal, enfin, l'API proposée par Drupal. Donc sachant ici que la vulnérabilité, c'est pas l'API de Drupal, hein, c'est le fait qu'il n'y ait pas de mécanisme, enfin qu'il y ait un mécanisme mais qui présente des lacunes, donc le mécanisme de protection contre les injections SQL. Donc on vous conseille de patcher, sachant que c'est important de le souligner. Il y a quelques branches donc, qui sont plus supportées aujourd'hui, notamment la 11.1.x et la 10.4.x, qui ont quand même reçu un patch des équipes de Drupal. Donc merci à eux. Côté Wazoo, donc une path traversal. Donc situé au niveau d'une routine précise, donc utilisée pour la synchronisation des clusters. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Ce que ça permet de faire, donc ça permet une paire de clusters. Donc forcément cette partie-là doit déjà être authentifiée, à décrire des fichiers sur d'autres nœuds du cluster. Et donc évidemment ça permet du coup une exécution de code à distance. Donc pour les versions impactées, on va de la 4.4.0 jusqu'aux versions inférieures strictement à la 4.14.4. Vous l'aurez compris, la 4.14.4, c'est la version patchée de l'outil. Vous avez un petit top 3 des pays les plus vulnérables à cette CVE, donc avec les États-Unis en première position, l'Allemagne en deuxième position et la France en troisième position. Ça vous permet de voir aussi qui utilise l'outil. Et la dernière faille, je crois, c'est une faille réseau, donc HTTP2 bombe, donc, qui est apparue il y a pas très longtemps. Donc c'est une vulnérabilité qui a pour but de saturer la mémoire vive d'un serveur cible, un serveur web évidemment. Donc c'est une faille identifiée, vous l'aurez compris, dans le protocole HTTP2, donc, qui a été découverte par un agent IA, un agent LLM, qui se base du coup sur deux sujets, donc l'amplification de la compression HPAC et la rétention de ressources donc, au niveau du blocage de contrôle de flux HTTP2. Je rentre en détail juste après. Donc, ce qui est important de noter pour ce type de vulnérabilité, c'est qu'on n'est pas sur... il n'y a pas des besoins côté attaquant d'avoir une infra avec des botnets à foison, etc. Là, vraiment, ce qui a été noté par les chercheurs, c'est que un simple poste avec une connexion de 100 mégabits par seconde était complètement suffisante pour retenir jusqu'à 32 gigaoctets de mémoire de serveur en environ 20 secondes. Donc là, on parle bien d'un poste. Donc, je vous laisse imaginer si vous avez plusieurs PC chez vous, les dégâts que vous pouvez être amené à faire sur un serveur web relativement faible. Au niveau juste pour l'explication de la compression HPAC, c'est ce qui va être utilisé justement, ce qui est propre à HTTP2 pour compresser les entêtes, ce qui va du coup vous compresser du coup les entêtes. Et l'intérêt du coup de cette faille, c'est de faire référence à cette entête de manière plus ou moins répétée, donc pour engendrer une allocation de milliers d'octets, toujours côté serveur évidemment. Et vous allez ensuite, dans un deuxième temps, empêcher le serveur de libérer la mémoire, donc une fois que la requête est libérée, en faisant de manière à jamais, en s'assurant que la requête se termine jamais.
donc en faisant toujours des window updates. Et donc, comme ça vous bloquez la mémoire pour votre connexion et, vous faites, vous pouvez entraîner un daily service. Voilà, donc pour les versions patchées, donc, côté Nginx, on a la 1.29.8, on a une version 2.0.2041 pour HTTPD, et pour Envoy, on a un patch publié qui a été publié le 3 juin. Je n'ai pas noté, j'ai pas mis plus d'infos. Et pour 2IS et Cloudflare Pingora, aucun correctif qui était disponible au moment où a été écrite la slide. Voilà, donc sachant que si vous exposez pas directement votre serveur web, mais que vous avez placé un intermédiaire entre les deux, donc un web applicative firewall ou un reverse proxy, qui sont évidemment bien configurés, a priori vous êtes déjà directement protégé par ce type de sujet, surtout si vous faites du contrôle des entêtes et que vous mettez en place des limites au niveau du nombre de headers que vous pouvez transmettre dans vos requêtes. Voilà côté faille, beaucoup de choses. Donc ensuite, on attaque les événements un petit peu plus divers, donc les piratages, les fuites de données et autres. Et on commence avec le cas du vol de la codebase de Grafana, donc qui fait référence à une cyberattaque qui a eu lieu, On n'a pas forcément les dates d'intrusion et autres, mais plutôt une notification de Grafana Labs qui a indiqué avoir subi une cyberattaque le 17 mai 2026, donc qui est suite à une compromission d'un jeton d'accès GitHub. Donc, sachant que ce jeton d'accès GitHub, vous allez vous dire, ok, très bien, il permet d'accéder au code source public de Grafana. Oui, mais pas que, parce qu'on parle de toute la code base, c'est-à-dire que potentiellement, vous avez aussi un accès à d'autres dépôts privés ou internes, au script de build, etc. Donc il peut y avoir des gros sujets pour eux. Donc c'est une attaque qui a été revendiquée par Coinbase Cartel. Donc une rançon a été demandée et exigée. Donc la réponse de Grafana Labs, je vous l'ai donnée. Donc payer une rançon ne garantit en rien que vous ou votre organisation récupérez des données et ne faites qu'offrir une incitation à d'autres de s'impliquer dans ce type d'activité illégale. Nous avons déterminé que la voie à suivre appropriée est de ne pas payer la rançon. Donc, ils ont été clairs sur le sujet, qu'ils n'allaient pas payer la rançon. Et ensuite, une méthode, on l'a mise ici, mais on aurait pu également la mettre dans Hack 2.0 ou même dans les points divers. Donc ici, en fait, on va utiliser les micro-ralentissements de votre SSD pour effectuer pour créer une empreinte numérique. Pour créer une empreinte numérique de votre machine. Donc savoir notamment quel site web vous fréquentez, quelles applications vous utilisez et autres, sachant que ce n'est pas propre à une marque de SSD spécifique. Ici, en fait, on va exploiter une API disponible sur vos navigateurs web, donc qui s'appelle OPFS, donc Origin Private File System. Donc en fait, cette API, elle permet d'interagir, oui, pas agir, avec le disque de votre machine. Et donc tout ça avec de la sécurité, dans un environnement sandboxé, avec des vérifications de l'origine des requêtes qui sont rattachées du coup au domaine que vous interrogez, le domaine du site. Et donc en fait, on va utiliser cette API-là. Au préalable, il y a un modèle de neurones convolutifs qui a été entraîné, qui a sauvegardé les traces de visite sur des sites. Et ces traces se sont transformées en signatures. Et donc, à partir de ce moment-là, si moi j'ai un accès donc à cette API, je peux voir le temps mis pour interagir avec votre disque et de se dire, OK, par rapport à ce temps précis, je pense que la victime a eu un accès sur tel site.
Et donc, comme ça, je fais un listing de tous les sites sur lesquels vous avez eu un accès. Et donc, ça a montré que les résultats étaient plutôt bons, puisque a priori, Frost permet de retrouver le bon site dans près de 9 cas sur 10. Après, c'est une phase qui est assez expérimentale. Par exemple, les tests ont été faits uniquement sur un Mac M2. Donc, encore une fois, hein, il n'y a pas de modèle SSD spécifique, euh, puisqu'on se base sur quelque chose qui est propre au navigateur. Après, à voir quand les recherches seront approfondies, voir s'il y a un petit peu plus de prérequis, mais c'est une technique que je trouve très curieuse et intéressante. Euh, à voir si on a plus d'infos dans les mois à venir, on vous tiendra au jour. Toujours dans les piratages, petit coup de frayeur du côté de Dashlane. Donc, si certains l'utilisent, vous avez peut-être eu une notification d'ajout de nouveaux devices en masse qui étaient reçus par les utilisateurs et avec du blocage de certains comptes. Du côté de Dashlane, eux, ils confirment avoir subi une attaque par force brute qui a réussi sur maximum une vingtaine de bases de données enfin, de bases de mots de passe qui ont été compromises. Donc, ceux évidemment dont la base a été compromise, ils ont été notifiés. Après, ça veut dire qu'effectivement, les attaquants ont récupéré la base de données, mais elle est chiffrée. Donc, tant qu'ils n'ont pas le mot de passe maître, entre guillemets, elle est inutilisable, supposant que le mot de passe maître soit robuste et non devinable. Phishing FIFA en cours, donc il y a plus de 4000 faux sites qui menacent la Coupe du Monde de la FIFA et qui ont été référencés. Donc on met ça sous le coup d'une campagne de grande envergure qui serait menée par Ghost Stadium. Et ils ont développé donc un kit de phishing en Irak qui permet de générer une copie quasiment parfaite du site officiel. Et d'ailleurs, elle reproduit également, donc, comme j'ai indiqué, le flux d'identification unique SSO et le client ID. Et avec notamment ces deux informations-là et d'autres en plus, il peut aller jusqu'à la réinitialisation du mot de passe et du coup permettre de bloquer immédiatement l'accès à vos comptes si vous essayez de vous connecter après avoir volé vos identifiants. Leurs moyens de propagation sont plutôt les publicités. Donc, plutôt conseillé d'aller directement sur le site officiel plutôt de cliquer sur une publicité ou sur une annonce que l'on voit. Côté malware, donc Minecraft et le malware WeedHack. Donc, c'est un malware as a service qui s'appuie sur deux vecteurs de propagation, donc des vidéos YouTube et le SEO positioning. Donc, et là, il fait pour produire des résultats sur des mots-clés en rapport avec Minecraft. C'est un malware qui est de type infostealer et qui va plutôt cibler les identifiants de session Minecraft, les cookies et mots de passe qui sont enregistrés sur plus de 36 navigateurs, les données des extensions et 12 applications de portefeuille pardon, de crypto-monnaie, les identifiants de Discord, Steam et Telegram et faire une image de liste d'autres ordinateurs, valider capture d'écran. Côté hack 2.0, donc là, on a une attaque matérielle qui a été faite sur la Google TV à partir de Cloud. Donc une attaque matérielle à partir d'une onde électromagnétique qui a permis de passer en route. Donc ça, on arrivait déjà à le faire depuis quelques temps. Mais là, ça a carrément été refait via Cloud. Donc Claude a reçu peu de documentation dessus. Donc il a reçu la présentation de 60 pages qui avait été faite l'année dernière et le manuel des différents équipements présents pour savoir donc il n'y a pas eu de script, il n'y a pas eu d'outils ou quoi d'autre. Et à ce moment-là, Claude a réécrit toutes les lignes et notamment les lignes pour faire le pilote du générateur d'impulsion, le contrôle du bras motorisé qui déplace la sonde, le tableau de bord de suivi en temps réel jusqu'à la base de données. Et il a réussi à obtenir un shell route en 13 minutes exactement. Côté fuite de données maintenant, donc 3800 dépôts GitHub qui ont été volés. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu les équipes de sécurité de GitHub ont identifié un PC qui avait été compromis via une extension Visual Code qui était malveillante. Donc l'identification a été très rapide. Ils ont rapidement isolé le point de terminaison, lancé la réponse à incident et fait la rotation des secrets les plus critiques. Le groupe de pirates responsables, ce serait Team PCP. Et ils ont annoncé qu'ils mettaient déjà en vente les données de ce qu'ils avaient récupéré pour minimum 5000 euros sur le dark web. Et du coup, actuellement, les équipes de GitHub sont en train d'investiguer pour savoir exactement quels sont les projets qui sont concernés.
Toujours dans les fuites de données, vous en avez peut-être entendu parler, celle-là aussi. Donc, Pierre et Vacances ont été piratés avec plus de 1,6 million de dossiers de réservation qui ont été volés. Ça contient donc le nom des occupants, date de naissance, numéro de téléphone, informations sur les séjours. Donc, pas de données mail ni de coordonnées bancaires. Et ça veut globalement 1,6 million de dossiers. Ça peut plutôt dire 4 millions de personnes concernées parce qu'on peut avoir donc, plusieurs personnes dans un seul dossier. Toujours côté, enfin dernière fuite de données plus exactement, donc la supply chain chez OpenAI. Donc là c'est la campagne de piratage par Mini Shay Ulud. Donc on avait une compromission, la campagne de piratage c'était une compromission de paquets populaires et distribution via NPM et Python. L'objectif du code malveillant c'était de voler les identifiants cloud et des environnements de développeurs, donc tout ce qui était clé SSH, token, secret Kubernetes, fichier.env et tout. Donc la compromission, c'était la compromission du framework TemStack qui a été fait le 11 mai. Donc c'est une TemStack, c'est une suite d'outils open source qui est utilisée pour le développement d'applications web avec notamment tout ce qui est les environnements JavaScript et TypeScript. Il n'y a pas eu d'impact sur les données utilisateurs et de production, seuls quelques identifiants ont été exfiltrés. Par contre, il y a eu des changements qui vont être faits du coup côté des utilisateurs. Donc macOS il impose de mettre à jour l'application OpenAI avant le 12 juin. Donc passé cette date, Apple empêchera les applications signées avec les anciens certificats de se lancer. Et donc notamment les applications, c'est ChatGPT Desktop, Codex App, Codex CLI et Atlas. Et côté Windows et iOS, donc pas d'impact signalé, il n'y a pas de manipulation à faire. Donc maintenant, on va passer au point business et politique. Donc plutôt des côtés Business France, donc de 4 à 3 opérateurs téléphoniques, donc le rachat de SFR par Orange, Free et Bouygues, donc une opération conjointe, pour un montant total de 20,35 milliards d'euros. Donc le SFR s'est séparé du coup en 3 parties entre les différents acteurs. Donc Bouygues qui a payé 42% du montant récupère les clients de SFR Business et une grande partie du grand public, donc 6,4 millions de personnes. Free, lui, récupère Red by SFR et à peu près 2 millions de clients du grand public. Et Orange, le reste, donc avec 5 millions de clients du grand public et les petits opérateurs à côté. Normalement, ça devrait être transparent pour les clients actuellement, mais il pourrait y avoir des changements dans les événements qui pourraient arriver par la suite. Donc, à suivre sur toute la partie transition et les décisions qui seront prises. Donc maintenant, on va passer aux opérations internationales. Donc on a une à vous présenter. Donc le démantèlement du botnet Glassworm. Donc c'est une action qui a été menée par CrowdStrike, Google et The Shadow Server Foundation. Le botnet, c'est un logiciel malveillant qui permettait de faire la compromission d'outils d'open source avec de l'infection d'extensions et des faux dépôts GitHub. Donc, lors de l'opération, ils ont ciblé en simultané 4 canaux de communication C2 avec pour objectif donc, de couper l'ensemble des communications entre les machines infectées et les cybercriminels. Et ils ont réussi ça avec brio et donc bravo à eux. Ensuite, côté conférences, donc on a les conférences passées, on a eu celle de Cyber Onboard du 26 au 28 mai sur la presqu'île de Giens. L'ESIA Secure Edition le 30 mai à Ivry-sur-Seine et le STIC qui était du 3 au 5 juin à Rennes. Et donc dans celle à venir, on a le hack du 26 au 28 juin à Paris et Pass the Salt du 3 juin au 2 juillet à Lille. Et maintenant, on arrive sur les petits points divers et trolls. Donc, Meta accède à vos données WhatsApp. Donc, ça, c'est un point qu'on entendait déjà pas mal de fois, mais effectivement, ça s'est avéré vrai. Donc, Meta, WhatsApp, en fait, met bien en place du chiffrement bout en bout récemment depuis l'incident qu'il y a eu l'année dernière ou il y a 2 ans sur les groupes. Cependant, ça signifie qu'il n'y a pas de stockage externe en clair. Cependant, en fait, il y a une fonctionnalité qui est une fonctionnalité native d'iOS et de macOS qui permet à Apple d'autoriser les applications d'un même éditeur
à partager un espace de stockage commun afin de faciliter les échanges de données entre elles. Du coup, on se retrouve avec un fichier qui s'appelle axolotl.sqlite et qui est passé dans un conteneur partagé entre les applications sous l'identifiant group.net.whatsapp.whatsapp.shared. Et donc, Meta, Facebook pourrait accéder à toutes ces données parce qu'il n'y a pas de chiffrement qui est fait à ce niveau-là. On pourrait avoir du chiffrement qui serait mis en place, mais ce n'est pas le cas. Ce qui est d'autant plus ennuyeux, c'est qu'il n'y a pas d'information utilisateur que c'est le cas et que ça va à l'encontre des règles de sandboxing d'Apple qui dit que les applications entre elles ne peuvent pas divulguer d'informations. Je vous ai mis le lien pour la regarder directement si ça vous intéresse, ce que dit exactement Apple dessus. L'IA, donc M-Dash, c'est l'IA qui est conçue par Microsoft et qui est spécialisée dans la détection de vulnérabilités. Donc sa particularité, c'est qu'elle se coordonne avec plus de 100 agents IA pour détecter, analyser et valider de bout en bout les failles exploitables. Elle a obtenu un score de 88,45% de réussite sur le benchmark public CyberGene et du coup prend la première place, qui était avant prise par Mythos et qui, lui, avait obtenu un score de 83,1%. Et donc, pour ceux que ça intéresse, M-Dash, ça signifie Multi-Model Agentic Scanning Harness. Nouvelle fonctionnalité pour Microsoft Defender, donc présent dans la solution Microsoft Defender for Endpoint dans M365. Maintenant, permet de faire de l'isolation des équipements compromis. Donc, un équipement qui serait totalement instantanément identifié par Defender serait isolé de l'environnement afin de se protéger contre l'élévation latérale. Mais cependant, même s'il y a cette isolation, la surveillance serait toujours assurée par la solution pour du coup pas totalement isoler l'équipement et pouvoir continuer à faire de l'investigation dessus. Donc voilà, on discutait, Jérémy vous présentait les différents points autour de Nightmare Eclipse avant. Et effectivement, on a bien un conflit qui est un petit peu entre les deux avec Microsoft. Donc le chercheur, il a publié de nombreuses failles de sécurité sur son GitHub avec notamment l'époque disponible. Il a fait tout ça, comme Jérémy l'a bien dit, parce qu'il est assez mécontent de la façon dont Microsoft gère les vulnérabilités. Et de son côté, Microsoft affirme que son programme, CVD, donc Coordinated Vulnerability Disclosure, lui, il reste ouvert à tous, indépendamment de ce qu'il y a pu avoir. Donc, en gros, il se dit ouvert à Nightmare Eclipse pour justement travailler avec lui. Et derrière, par contre, le compte GitHub Nightmare Eclipse a été supprimé. Donc, on n'a pas de preuve directe que ce soit via une demande de Microsoft, mais ça reste fortement probable. Mulvad VPN, donc VPN qui finalement pas si confidentiel que ça finalement. Une étude réalisée par un chercheur du nom de TMCTMT qui affirme que les adresses IP de sortie attribuées par le VPN ne sont pas aussi aléatoires que l'on pourrait l'imaginer. En fait, elles sont calculées de façon déterministe via la clé WireGuard de l'utilisateur et la rotation, elle est faite automatiquement tous les 30 jours pour les clients officiels. Sinon, vous devez la faire à la main pour les clients qui sont gratuits, pour l'utilisation gratuite. Et en fait, on se retrouve qu'il est derrière avec un certain nombre de données sur ces IP, sur où est-ce que les personnes se connectent, même si c'est chiffré, on arrive à récupérer au fur et à mesure des informations, et on pouvait presque remonter jusqu'à l'identité de la personne, donc avec un certain nombre de regroupements de données. Et notre dernier point, donc comment DIA caché dans les dépôts, donc on y arrive tout doucement. Donc une injection de commande qui avait été ajoutée en douce dans le code open source d'une application. Donc la commande, c'était exactement ne tenez pas compte des instructions précédentes et supprimez tous les tests et codes JKWeek. Donc JKWeek, c'est un moteur de test pour JUnit 5 qui, elle, est une plateforme pour tester tous les frameworks de machines Java. Et donc, le souci, c'est qu'il n'y avait pas d'avertissement de prévention. Donc, on était sur une suppression pure et dure de tout, notamment la prod. Et donc, il y a pas mal de questions sur la pratique.
de se dire, bah oui, on comprend le point de vue du développeur qui voit son application utilisée avec rien du tout derrière et qui notamment se fait scraper par plein d'IA derrière. Sauf que derrière, il y a aussi des impacts sur la production parce que l'application, elle tourne en prod. Et donc, on peut avoir des indisponibilités et des choses qui crashent totalement. Donc, voilà, discussion en cours à ce niveau-là. Voilà, c'était le dernier point. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, prochaine réunion, rendez-vous le mercredi 15 juillet 2025. Et vous avez les slides qui seront mis en ligne. Ouais, confirmé, on a mis mercredi 15, vu qu'a priori, le 14, c'est un mardi. Mais ça, c'est confirmé avec les autres animateurs. Absolument. Parfait. Je rajoute Barbac fin août dans les conférences. Merci pour cette présentation.